Professeur Benarri, vous êtes un spécialiste reconnu et incontesté sur des travaux sur l'autisme. Et j'imagine que la neuroarchéologie et l'autisme ont une relation étroite dans votre pensée scientifique et dans le déroulé de vos travaux. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'autisme est une maladie qui est essentiellement née de façon intra-utérine. Parfois, c'est parce qu'il y a un prématuré, parfois à cause d'un accouchement, mais enfin, elle naît tôt. On a identifié des dizaines, voire des centaines de mutations génétiques impliquées dans l'autisme, de façon corrélative, pas de façon contraignante. Il y a des enfants qui ont l'autisme et qui ont une mutation. Il y a des enfants qui ont la mutation et qui n'ont pas l'autisme. Donc la relation n'est pas contraignante le plus souvent. Ce que moi, avec la neuroarchéologie, j'ai dit, voilà, si cela est vrai, la plupart des mutations génétiques impliquées dans l'autisme impliquent des protéines extrêmement importantes pour construire le cerveau, mais très très importantes. Je me suis dit, si jamais il y a une mutation d'une protéine importante intra-utérine, le cerveau va mal se construire. Du coup, en termes neuroarchéologiques, ça voudrait dire que chez l'adulte autiste ou chez l'enfant autiste, je vais retrouver des signes qui rappellent le fait que la maturation n'est pas bien faite. Et c'est exactement ça qui m'a amené à développer un traitement pour les enfants autistes. Alors qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de traitement pour les enfants autistes, en tout cas un traitement chimique. C'est quoi l'idée? Pardon, juste pour nos téléspectateurs, vous parlez de ce neurone qui est ce neurone immature. C'est bien ça, hein? Voilà, hein, pour faire la... Voilà. Donc, je vous ai dit au début que les neurones immatures ont des propriétés qui diffèrent de l'adulte. Ensuite, je vous ai dit que s'il y a un problème pendant la construction, ce neurone ne mûrit pas comme il faut, il reste immature. Et je prends un exemple très simple. Je suis, moi, biophysicien, je suis expert des courants électriques dans le cerveau. Et j'ai démontré, il y a maintenant une trentaine d'années, que les neurones jeunes, immatures, ont, parmi les nombreuses propriétés spéciales qu'elles ont par rapport aux adultes, elles en ont une qui est très importante. Elles ont des taux de chlore, vous savez, l'ion chlore, très élevés par rapport aux adultes. Donc le cerveau immature a beaucoup de chlore dedans, le cerveau adulte a très peu de chlore dedans. Vous allez me dire, et alors? Eh bien, le et alors, c'est que l'inhibition dans le cerveau, qui est très importante, vous savez que le cerveau, il agit essentiellement par inhibition, cette inhibition dépend des taux de chlore. En gros, s'il y a beaucoup de chlore à l'intérieur, le neurone est excité. S'il y a peu de chlore à l'intérieur, il est inhibé. De façon très schématique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les neurones jeunes sont très excités, parce qu'ils ont beaucoup de chlore. Avec une quantité de chlore importante. Voilà, les neurones adultes ont peu de chlore, ils sont plus inhibés. Ensuite, on a découvert que dans pas mal de maladies, de modèles animaux de maladies neurologiques et psychiatriques, parce que c'est l'animal, c'est pas l'homme, eh bien, le chlore redevient élevé. Ça veut dire, vous prenez un adulte qui a un accident de voiture, ou un trauma crânien, ou une section de la moelle épinière, ou une douleur chronique, dans tous ces cas, les neurones ont de nouveau un chlore élevé, comme s'ils redevenaient jeunes. Donc la lésion induit un retour à la situation hantée. Ça veut dire que la lésion, ce que vous appelez la lésion, c'est-à-dire le traumatisme, Bien sûr, va induire à nouveau une production de chlore excessive. Exactement. Parce que le chlore est régulé par deux transporteurs de chlore, comme dans une chaudière, un qui fait entrer le chlore, un qui le fait sortir. Chez le jeune, celui qui fait l'entrée est très actif, celui qui fait sortir n'est pas très actif, donc le chlore s'accumule. Après, une lésion, c'est pareil. Celui qui fait entrer est très actif, celui qui fait sortir ne marche plus. Donc le chlore s'accumule. Donc on s'est dit, si c'est vrai, alors je précise tout de suite, c'est le chlore dans les cellules, pas dehors. Oui. Bon. Si c'est vrai, comment est-ce qu'on peut baisser le chlore pour traiter la maladie? Pour baisser le chlore, il y a deux solutions. Ou vous bloquez l'entrée de chlore, la protéine qui le fait entrer, ou vous activez celle qui le fait sortir. Classique. J'ai choisi, moi, comme stratégie, de bloquer celle qui le fait entrer. Pourquoi? Parce que cette protéine... J'allais vous demander pourquoi. Parce que... Alors, cette protéine qui fait entrer le chlore dans les neurones est également présente au niveau des reins. Si vous avez très soif, ou si vous n'arrivez pas à faire pipi, on vous donne ce qu'on appelle un diurétique. C'est quoi un diurétique? C'est une molécule qui vous amène à aller faire pipi et à vider l'eau. Vous avez beaucoup d'eau. Comment agissent ces molécules? Au niveau de la loupe de la lait, au niveau des reins, elles bloquent l'entrée de chlore et ça sort. Bon. Mais cette même protéine est présente ici également, dans les reins là. Je me suis dit, si on prend un diurétique qui bloque l'entrée de chlore dans les reins,
S'il bloque également l'entrée de chlore dans les neurones, il va faire ce que je cherche. Donc, comme les diurétiques sont connus et ont relativement peu d'effets secondaires, avoir l'autorisation de les tester n'est pas très compliqué. Vous avez des commissions d'éthique, etc. Donc, on a pris 5 enfants autistes. Alors, pourquoi on a pris des enfants autistes, entre parenthèses? Oui, Comment l'idée est venue? C'est ça, parce que bon, à partir de vos travaux, vous auriez pu choisir un autre modèle de pathologie. Parce que les enfants autistes, souvent, quand on leur donne du Valium ou une autre molécule du même type, ils ont ce qu'on appelle une réaction paradoxale. À la place d'être calme, ils sont hyper agités. Ça signe un chlore élevé. Parce que ça veut dire que le Valium qui agit sur l'inhibition va augmenter l'excitation à la place d'inhibition parce que le chlore est élevé. Vous avez compris? C'est que normalement le Valium agit sur des neurones qui ont un chlore bas, et donc vous êtes moins anxieux, il inhibe. Si le chlore est élevé, et vous avez une excitation, le GABA va agir sur les mêmes neurones, et vous allez avoir une réaction paradoxale. À la place de dire, vous allez très vite. Partant de ce simple argument, qui est quand même assez farfelu, pour rien dire, parce que c'est quand même très indirect, on s'est dit, essayons. On a pris 5 enfants autistes, ça marche. On a pris 54 enfants autistes en double aveugle, ça marche. Je viens de finir un essai double aveugle randomisé dans 6 centres, 88 enfants en France. Alors, qu'est-ce que vous faites, pour préciser pour nos auditeurs, qu'est-ce que vous faites à ces 88 enfants? Alors, on a pris 88 enfants, on les a divisés en 2 groupes, en double aveugle, c'est-à-dire que personne ne savait qui recevait quoi. La moitié a reçu du placebo, un sirop rose, l'autre moitié le même sirop rose, mais dedans il y a un diurétique. Pendant 3 mois. Et ces enfants avaient été diagnostiqués avec, à partir de signes classifiés, etc. Alors, il y a toute une série de techniques d'évaluer la sévérité de l'autisme. On a pris les classiques, CARS, etc., ABC, etc. Donc, les enfants sont diagnostiqués autistes par un psychiatre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une CRO, une entreprise étrangère qui a accès aux documents. Moi, j'ai pas accès aux documents, aucun médecin n'a accès aux documents. Les enfants reçoivent directement de l'industrie française qui fabrique le sirop, reçoivent le sirop, sans savoir si c'est placebo ou si c'est molécule diurétique. Ensuite, après 3 mois de traitement, on ouvre les enveloppes, on voit qui a reçu quoi et on compare. Ça a marché. Maintenant, il faut faire une phase 3 finale. Qu'est-ce qui a marché? C'est-à-dire que si on compare les enfants qui ont reçu le produit par rapport à ceux qui n'ont pas reçu le produit, il y a un pourcentage significatif qui a une amélioration dans les critères de l'évaluation de l'autisme, une baisse de 6 points de la CARS, de 8 points de la CARS, qui est considéré comme étant cliniquement significatif. Et surtout, c'est très intéressant, c'est que dans les différents pays, évaluer la sévérité ne se fait pas de la même façon. En Europe, ils préfèrent l'évaluation du Toubib. Le Toubib voit le malade, il dit « tu vas mieux, tu vas mieux ». Aux États-Unis, ils préfèrent l'évaluation des parents. Ah oui. Mais parce que les parents, ils les suivent tout le temps. Alors évidemment, la thèse, elle est les parents sont subjectifs. En fait, il y a un papier qui est sorti qui a montré que les Toubib sont plus subjectifs que les parents. Bon. Nous, on a fait les deux. Et les parents et les Toubib. Et avec les parents, on a plus que 10 points d'amélioration, qui, d'après les Américains, est un signe très significatif d'amélioration sérieuse. Alors évidemment, il y a une critique à ce travail, c'est que, comme c'est un diurétique, ceux qui l'ont reçu par rapport au placebo, ils font plus pipi. Donc, oui, il y a ça pourrait être le biais qui pourrait... C'est un biais, indiscutable. Toujours est-il, c'est qu'on a maintenant beaucoup d'enfants traités, et le plus souvent, alors il faut comprendre, il faut que les téléspectateurs comprennent, ça n'est pas une guérison. C'est quoi une guérison? J'ai mal au crâne, je prends l'aspirine, j'ai plus mal au crâne. Bah, c'est pas une guérison, pourquoi? Parce que je vous expliquais au début le principe de l'archéologie, c'est que les neurones ne sont pas placés là où ils devraient, ils sont restés immatures. Mais ça, vous n'allez pas changer. Ça va rester tel quel. Donc c'est un traitement qui, pendant sa durée de traitement, écrase les activités embarrassantes et permet à l'enfant de réagir à la société de façon plus appropriée. On a des enfants qui sont allés à l'école sous traitement alors qu'avant, ce n'était pas prévu. Ils devaient rester à l'institut psychiatrique, par exemple. Alors évidemment, c'est pas une guérison, c'est un traitement, mais c'est ce qu'on fait de mieux à l'heure actuelle. Donc maintenant, il faut faire une phase 3. Alors une phase 3 approuvée par l'autorité européenne, c'est 3 pays, 200 enfants, 2 à 18 ans. C'est très compliqué. Et ça coûte très cher, 12 millions à peu près.
j'ai levé l'argent, ça va se faire d'ici 6 mois. Si ça marche, d'ici 3 ans, j'ai un médicament. Donc aujourd'hui, je reformule, et sous votre contrôle bien sûr, dans le domaine de l'autisme où nous n'avons pas de traitement, il y a des accompagnements, il y a des instituts, il y a des choses remarquables qui se font, mais il n'y a pas de traitement pharmaceutique. Aujourd'hui, à partir non pas de votre théorie, mais de vos travaux, le déficit en chlore est prouvé, et l'ajout de chlore par le biais de ce diurétique permet à ces jeunes autistes d'avoir une vie différente de celle qu'ils avaient auparavant, avec une amélioration réelle de leurs capacités et de leurs compétences sociales ou scolaires. Alors oui, ça atténue la sévérité de la maladie. On a publié un autre article, on a pris 8 enfants adolescents. Un des problèmes des autistes, c'est qu'ils ne regardent pas dans les yeux. Ils regardent pas dans les yeux. C'est un truc classique. Et on a montré que si on leur montre des visages émotifs, une femme qui rit, qui pleure, qui est furieuse, etc., après traitement, il y a une meilleure reconnaissance des visages qu'avant traitement, et ils regardent plus dans les yeux par rapport à avant traitement. Donc il y a un changement. Alors, c'est pas tous les enfants, évidemment, aucun traitement ne traite tout, mais c'est très significatif. Bon, maintenant, je ne peux pas répondre à la question, étant donné que l'autisme est une maladie extrêmement hétérogène, quel type d'autisme est celui qui est le mieux traité. Pour ça, il me faudrait des centaines d'enfants traités. Ça va venir. Pour l'instant, je me contente d'espérer montrer que chez un pourcentage significatif d'enfants, ça s'améliore. Après, on verra. Il y a d'autres pays qui vont nous suivre. J'espère qu'on fera un essai aux États-Unis. On a un brevet maintenant dans tout le monde, pratiquement. Voilà, ça va prendre du temps, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Mais ça montre deux choses. C'est quand même une perspective d'espoir assez extraordinaire, néanmoins. Je pense. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, et ça qui finalement, j'allais dire, moi qui suis complètement athée, c'est un cadeau des dieux, c'est que, voilà un chercheur qui fait de la recherche fondamentale depuis 30 ans, qui au moment de partir à la retraite se retrouve devant un médicament à partir des idées qu'il avait. Nous parlons de vous quand même. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Je dois reconnaître, j'ai eu beaucoup de chance. Et arriver à un médicament à partir d'un concept que j'ai développé, ça, c'est jouissif. Ça veut dire que je suis capable de faire la découverte fondamentale, mais peut-être aussi de faire autre chose. Et surtout que cette recherche fondamentale, parce que vous êtes un savant, vous êtes un chercheur au départ, va pouvoir, à un moment donné, servir l'être humain, et en particulier le petit enfant dans le cas de l'autisme. Voilà. Et en plus, du coup, ce que je suis en train de faire maintenant, heureusement, grâce à ça, j'ai une liberté que je n'avais pas avant. Vous savez, les scientifiques aujourd'hui sont dans un monde dur, stupide, dans lequel on leur demande de trouver avant de chercher, dans lequel les financements sont extrêmement durs, que ce soit en France, en Israël ou aux États-Unis. Et moi, j'ai une position complètement privilégiée, j'ai tout l'argent que je veux pour faire ce que je veux. Du coup, je me pose des questions qui sont cruciales à laquelle personne ne s'intéresse. Exemple. Est-ce que les césariennes programmées, c'est un problème? Est-ce que la prématurité, c'est un problème et pourquoi? Donc, je suis en train de travailler chez l'animal, qui est le seul truc sur lequel on peut travailler, pour reproduire des césariennes programmées, pour reproduire des prématurités chez la souris, et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'environnement du cerveau qui est affecté, et si mon diurétique marche dans ces cas-là. Je vous rappelle que si vous regardez les données épidémiologiques chez l'homme, vous savez, les données épidémiologiques, c'est indirect, il n'y a pas de preuve. Eh bien, les primates ont une bien plus grande incidence d'autisme et de retard mental que ceux qui sont nés à terme. Dans le cas de césarienne programmée, c'est débattu. Il y a du oui, du non, du oui, du non. Ensuite, si les femmes quand elles sont enceintes ont des fièvres graves le deuxième trimestre de la gestation, l'incidence de l'autisme augmente. C'est ce que vous appelez ces accidents, c'est ça? Voilà. Les agressions. Les agressions intra-utérines. La grossesse est une période extrêmement vulnérable, pendant laquelle il faut, j'allais dire, rien faire. Il y a les pesticides qui contribuent pendant la grossesse à l'incidence de l'autisme. Il y a beaucoup de choses qui contribuent à ça. Et bien moi, je suis en train de travailler sur un truc qui est formidable, qui s'appelle la naissance. Parce que la naissance, qui est le processus biologique le plus compliqué qui soit, a été ignoré par mes collègues en recherche fondamentale complètement. Je suis le seul au monde qui a enregistré des neurones chez la souris
pendant ou juste avant ou juste après la naissance. Les gens ne s'intéressent pas à ça. Il semble que c'est un truc... Alors ça pose des questions redoutables. Par exemple, on a publié un travail récemment sur la douleur. Non pas de la mère, mais du bébé. Parce que, quand même, quand on passe par là où on passe, on a probablement mal. Ça n'a pas été du tout étudié. Travaillons dessus. Quelles sont les caisses de la douleur? Comment la réduire? Qu'est-ce qui se passe avec le chlore pendant l'accouchement? J'ai découvert, par exemple, que pendant l'accouchement, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, on l'appelle. Pendant l'accouchement, la mère et le bébé libèrent de l'ocytocine, les deux. Enfin, c'est pas totalement démontré, mais l'idée est là. L'ocytocine déclenche le travail, donc l'accouchement. Mais j'ai démontré, moi, chez la souris, que l'ocytocine aussi baisse le chlore dans le cerveau du petit, de façon à ce qu'il souffre moins, qu'il ait moins mal, et qu'il soit protégé d'agressions de type anoxie. Vous savez que pendant les contractions, il a beaucoup moins d'oxygène, lui. Et les accidents anoxiques pendant l'accouchement, c'est un très gros problème de santé publique. L'anoxie, c'est L'absence d'oxygène. Hein. Voilà. Donc pendant qu'il sort, si les contractions étaient fortes, le corps s'arrête du petit, il y a moins d'oxygène, moins de circulation, etc. Et quand il naît, si ça dure très longtemps, vous avez tous les problèmes que l'on connaît. Tous les problèmes que l'on connaît. Ça a été ignoré. Tout le monde met de l'argent dans la génétique alors que rien à cirer. Par contre, ça, les gens n'étudient pas. Alors ça, c'est crucial, ça. Eh bien, moi, j'étudie ça. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe sur l'anoxie à la naissance. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le rôle de l'ocytocine? Parce que les scientifiques ont montré un travail remarquable chez les bébés humains. Ils ont montré qu'un bébé né par voie césarienne et un bébé né par voie vaginale, par voie basse, eh bien, celui qui est né par césarienne sent plus la douleur que celui qui est né par voie basse. Vous voulez dire qu'un enfant... Si on doit prendre une goutte de sang, oui, il va râler plus longtemps que celui qui est né par voie vaginale. pour la césarienne, hein? Voilà. D'accord. J'ai reproduit ça chez la souris. J'ai montré que chez la souris, c'était pareil. Et que si on donnait l'ocytocine ou le diurétique, on réduit la douleur. Donc en fait, l'ocytocine agit comme un diurétique. Comme un diurétique. Elle baisse le chlore, elle est analgésique, elle déclenche le travail, et en plus, elle protège d'incidents anoxiques. Pourquoi? Parce que si le cerveau est très inhibé, l'anoxie aura moins de séquelles que s'il est hyperactif. Bien sûr, très bien. Donc vous avez une molécule qui a au moins 3 fonctions différentes. Bravo l'ingénieur en chef. C'est bon quand même. Bravo. Enfin, pas moi, lui, enfin. Oui, enfin. C'est quand même assez génial. Vous êtes quand même son traducteur, là. Voilà. Un traducteur de génie, quand même. Et donc, on se trouve devant une situation où, franchement, du coup, moi, j'écris des articles parfois politiques parce que je n'arrive pas à comprendre que les politiques qui décident pour nous ne comprennent pas que la science est un travail de longue haleine. Je dis toujours à mes élèves, les vraies découvertes, c'est toujours l'école buissonnière. Ça n'est jamais les autoroutes. Jamais. Ceux qui vont comme ça ne découvrent rien. C'est là. C'est ceux qui font des zigzags. Le problème, c'est que quand on fait là, on n'a pas d'argent. Ouais. Parce que tu m'as promis de faire ça, tu fais ça, c'est pas intéressant, il faut faire ça. Et je lisais un article hier, il y a un nombre incroyable de prix Nobel qui ont fait des découvertes majeures. Les découvertes qui ont abouti au Nobel n'étaient pas financées. On a financé ça, et ils ont pris de l'argent pour faire ça. Et c'est ça qui a donné le Nobel. C'est ça qui a... Bon, alors vous aurez le Nobel, j'espère. Bon, non, en tout cas, nous serons là, en tout cas, pour vous filmer.